La faiblesse persistante du yen, donc de la devise japonaise, inquiète les autorités monétaires locales là-bas au Japon. La Banque du Japon, qui est l'équivalent de notre Banque centrale européenne, qui se dit même prête à intervenir pour faire remonter sa devise, sa monnaie. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique. Alors il y a plein de questions. Parce que les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous parler d'une devise dont on ne parle jamais en France? Donc on connaît l'euro, on connaît éventuellement le dollar. Déjà, y a-t-il vraiment une faiblesse du yen? En quoi c'est un problème? Est-ce que ce n'est pas leur problème? Et en quoi potentiellement ça peut être aussi notre problème? Oui, alors c'est un problème surtout pour les Japonais. Mais le japonais, c'est un peu une espèce d'ovni économique très particulier. Qu'il faut regarder même quand on n'est pas japonais, parce qu'il a des répercussions en fait sur le monde entier. Alors pas seulement sur l'aspect mondialisation et exportation des biens japonais, mais aussi dans le domaine de la monnaie, et dans le domaine de tout ce qui concerne la finance d'une manière générale. Pourquoi il y a un lien? Bien, tout simplement parce que, en fait, depuis la crise de 1989, qui a plongé le Japon dans la déflation, l'État a enchaîné les plans de relance pour essayer de soutenir et de relancer son économie. Sans grand succès, mais enfin, avec une croissance zéro, mais enfin sans que la population ne plonge quand même dans la récession, ce qui était déjà pas mal. Croissance zéro et taux d'intérêt zéro. Voilà. Et alors, taux d'intérêt zéro, voire négatif, et une dette absolument colossale qu'on ne connaît pas ailleurs, 230% du PIB. Enfin, c'est quelque chose... Enfin, une dette à taux négatif, c'est une dette qui ne coûte rien. Alors, voilà. Donc, pour que cette dette ne coûte rien, effectivement, la Banque du Japon a mis des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc, le gouvernement peut s'endetter. C'est un petit peu comme ce qui nous est arrivé ici il y a 2 ans. Pendant le Covid. Voilà, pendant le Covid. Et puis, le problème, c'est qu'évidemment, les investisseurs japonais, il y en a beaucoup, parce qu'il y a des très grandes entreprises japonaises, évidemment. C'est un des plus gros exportateurs mondiaux. Il y a des très gros investisseurs financiers. Ben, eux, ils ne peuvent pas investir leur argent en monnaie japonaise, puisqu'elle ne rapporte rien. Donc, ils sont allés placer cet argent sur les autres marchés. Un peu partout dans le monde. Un peu partout, mais notamment aux États-Unis et en Europe. Et comme par hasard, ils sont maintenant les premiers investisseurs étrangers aux États-Unis et probablement en Europe aussi. Et donc, le lien, c'est qu'effectivement, ces investisseurs-là, s'ils viennent par exemple à rapatrier leur argent au Japon... Pourquoi ils rapatrieraient leur argent au Japon? Eh bien, ils pourraient rapatrier leur argent au Japon parce qu'il s'est passé quelque chose d'absolument... qu'on attendait depuis très longtemps et qu'on n'attendait peut-être plus, c'est que tout d'un coup, ces fameux taux à zéro, ils se sont mis à remonter. Alors pourquoi ils ont remonté ces taux? Eh bien parce que, en fait, discrètement, le Japon est sorti de la déflation. Oui. Donc de cette période, 30 ans de déflation, et ils ont fini par en sortir. Et aujourd'hui, ils sont face à l'inverse de ce qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire que l'inflation commence à augmenter de plus en plus. Et dans cette équation de l'inflation, il y a évidemment les prix du pétrole et du gaz, suite notamment à l'accident nucléaire qui a coupé toutes les centrales. Donc, effectivement, ils ont un besoin d'énergie très important. Les prix ont énormément augmenté. On se souvient des prix du gaz il y a très peu de temps. Ça joue beaucoup, donc ça importe de l'inflation. Et puis, le fait que le yen soit... Quel rapport entre l'inflation qui est revenue, les taux d'intérêt qui sont remontés, les investisseurs locaux, domestiques, japonais qui s'interrogent, est-ce qu'il faut rapatrier ou pas, maintenant que ça devient rentable d'investir notamment dans les obligations du trésor ça pourrait, japonais, mais quel rapport avec le fait que le yen baisse depuis plusieurs mois? Alors le yen est structurellement très, très faible de toute façon depuis assez longtemps, et effectivement cet indicateur un petit peu de la confiance aussi dans la monnaie, donc dans le pays, fait que le yen baisse, et il baisse notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Madame Sanae Takaichi, qui est la nouvelle première ministre. Pourquoi? Parce que... On arrivait à fragiliser le yen. Voilà. Alors, Sanae Takaichi, c'est une, on va dire, une populiste, un peu à la façon Trump,
en moins excité, mais enfin c'est quand même une populisme. Et donc, elle, ce qu'elle a promis, c'est une relance de l'économie, et c'est un gain de pouvoir d'achat. Et les investisseurs, ils ont tout de suite compris que ça voulait dire plus de dettes, notamment. Et alors, donc ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, il y a 15 jours, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, oui. c'est que... Il fallait parler de tout ça pour qu'on comprenne pourquoi voilà, on en parle. Non, mais il faut contextualiser un peu. Mais elle a annoncé, donc il y a une semaine, qu'il allait y avoir des élections le 8 février prochain, de façon à ce que, enfin elle espère en tout cas, elle ait une majorité confortable au Parlement qui lui permettra d'appliquer sa politique. Et quand elle était élue Premier ministre, elle n'avait pas de majorité ? Elle avait une majorité relative, et donc elle cherche la majorité absolue, effectivement. Et donc, du coup, son programme qu'elle a annoncé, c'est par exemple supprimer la TVA sur les produits alimentaires. C'est une TVA qui fait 8%, donc c'est une perte de 30 milliards par an pour le budget japonais. Elle a aussi annoncé qu'elle allait faire un grand plan d'investissement dans la défense, dans les infrastructures, et là aussi, c'est des dépenses supplémentaires. Alors elle a promis que non, ça ne toucherait pas la dette, mais comme on ne sait pas comment elle peut faire sans s'endetter, les investisseurs se disent... Et ça a un impact évidemment sur la monnaie. Il y a certains en viennent même à dire, mais est-ce que ce n'est pas le moment Liz Truss ? Alors on a déjà oublié qui était Liz Truss, mais c'était la première ministre britannique, et qui éphémère, et qui en présentant un mini-budget avec plein de baisses d'impôts, en fait a généré l'inverse de ce qu'elle espérait, c'est-à-dire une panique à la bourse qui fait que tous les indicateurs et les investisseurs ont pris extrêmement peur, à tel point que finalement elle a dû être poussée à la démission. Donc ça n'arrivera pas au Japon, je vous rassure tout de suite, mais il y a cette idée du lien qui est toujours un petit peu compliqué entre l'obligataire, c'est-à-dire les rendements, la dette, le monétaire, et puis ce qu'on appelle le fiscal, c'est-à-dire le budget qui permet de faire des politiques de relance ou pas. La Banque du Japon est prête à une intervention pour faire remonter sa monnaie. Ça arrive rarement dans l'histoire que les banques centrales, pour soutenir la monnaie, se mettent à vendre des devises étrangères. Est-ce qu'on la prend au sérieux ? Est-ce qu'elle peut vraiment inverser la tendance ? Parce qu'on dit que pour que ça fonctionne, il faut souvent qu'il y ait plusieurs banques centrales ça est arrivé au moment de l'euro, en 2000, en 2002. C'est arrivé Toutes les banques centrales s'étaient mises ensemble pour soutenir l'euro, qui était descendu à des niveaux excessivement bas. Alors, dans le cas du yen, c'est arrivé assez régulièrement. C'est arrivé notamment à deux événements absolument cruciaux. C'était 1998, la grande crise asiatique, et la recherche de devises. Et il y a eu une intervention conjointe. Non, cette fois-ci, c'était, je crois, la Fed qui avait aidé, qui avait acheté du yen pour le soutenir. Et puis, il y a eu 2011, le fameux tremblement de terre et le tsunami. Et là, c'est le G7 carrément qui a aidé à soutenir le yen. Et là, vendredi dernier, la Fed a dit que conjointement avec enfin, elle ne l'a pas dit officiellement, bien sûr, ça ne se dit jamais, mais on a appris que la Fed et la Banque du Japon sondaient les investisseurs sur le bon taux du yen. Enfin voilà, ils ont laissé entendre qu'ils préparaient peut-être quelque chose. Ça fait remonter. Et ça a fait remonter. C'était l'objectif d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va faire, on ne fait pas forcément, mais ça suffit à rassurer. Ça évite de cramer des cartouches. Ça suffit à calmer les marchés en fait. C'était ça l'idée, parce que... Mais est-ce qu'on risque un tremblement de terre monétaire si plusieurs banques centrales interviennent pour faire remonter le yen ? Est-ce que tout ça, encore une fois, quelles conséquences ça aura pour nous, pour les obligations du Trésor américain, pour les marchés financiers ? Est-ce que ça peut déstabiliser l'autre bout du monde ? Alors, c'est pas le comportement des investisseurs japonais aussi. Non, la peur, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tellement l'influence sur la monnaie, le soutien de la monnaie, c'est plus cette peur d'un mouvement majeur de flux de capitaux quittant les États-Unis brutalement. Les Japonais possèdent 13% de la dette américaine, donc, ça fait quand même beaucoup d'argent, ça fait presque 1200 milliards de dollars. Et si
les investisseurs japonais quittent, alors c'est de la fiction, hein, mais s'ils rapatrient leur argent parce que les taux d'intérêt sont plus intéressants. Exactement, et puis il n'y a plus de risque de change, c'est mieux rémunéré au Japon. Voilà. Et là, que se passe-t-il ? Et alors, que se passe-t-il ? Eh bien, pour les retenir, les taux d'intérêt américains vont être obligés de monter, et ça va se répercuter un petit peu partout. L'Europe, les investisseurs japonais sont très présents aussi, donc ça peut provoquer un krach ou de sérieuses turbulences. Donc ce qu'on appelle un krach obligataire, c'est-à-dire que les taux d'intérêt montent tellement que les prix des obligations actuelles s'effondrent, et donc... c'est de la science-fiction, ce scénario, des investisseurs japonais qui rapatrient en domestique, qui vendent leurs actifs à l'étranger. En tout cas, c'est ce que les experts de la chose disent. Ils disent que ça n'arrivera pas. Parce que les volumes n'ont rien à voir. C'est-à-dire que le marché des obligations japonaises, c'est à peu près un quart du marché des obligations américaines, qui est très profond, qui est très important. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas forcément très durable. Et donc les investisseurs vont réfléchir à deux fois, parce que là, les taux d'intérêt sont hauts. La Banque du Japon, elle est là pour lutter contre l'inflation. Et donc, maintenant que l'inflation repart, qu'elle commence à grimper, il y a d'ailleurs un vrai sujet de pouvoir d'achat des Japonais dans les magasins. Enfin, c'est très concret. C'est d'ailleurs pour ça que la Première ministre est arrivée au pouvoir. Donc, il y a ce vrai phénomène qui fait qu'effectivement, il y a une stabilité qui n'est pas assurée, et donc ils vont y réfléchir à deux fois avant de revenir au pays. Et en plus, le marché des obligations japonaises n'a pas du tout la taille pour absorber cet afflux de monnaie. En 30 secondes, juste, est-ce que Trump a intérêt à aider les Japonais sur ce coup-là? Parce qu'en même temps, s'il fait remonter la devise nippone, ça fait baisser le dollar, et en même temps, il est content que le dollar baisse, non? Même s'il a dit là qu'il est très content de l'évolution du dollar, notamment face à l'euro qui a monté à 1,20 face au dollar. La monnaie faible, c'est toujours intéressant pour pousser les exportations. Donc, que ce soit pour les Japonais ou pour les Américains, ça a un petit souci, c'est que l'inflation. Et que ça se ressent dans le porte-monnaie des Américains ou des Japonais. Donc ils vont quand même y réfléchir à deux fois, et d'autant que la Banque du Japon, elle n'est pas totalement indépendante, et en fait aucune banque centrale n'est totalement indépendante, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une crise au niveau fiscal, elle sera obligée de toute façon de rebaisser ses taux pour soutenir le gouvernement japonais. Et si elle ne le fait pas, Shinzo Abe l'a fait, c'est-à-dire que ça sera imposé par le gouvernement. Donc en fait, le lien entre les deux, il est plus ténu qu'on ne croit. Il est beaucoup plus ténu qu'on croit. Ouais. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique. Merci Philippe. Merci David.